Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Savoir et formation. Savoir et formation. Collection dirigée par Claudine Blanchard-Laville, Nicole Mosconi et Patrick Geffard, collection créée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004, Dominique Fablet, 1953 à 2013 et Michel Gault. La collection Savoir et formation accueille les manuscrits dont le contenu relève du champ de l'éducation et de la formation. Nous serons particulièrement attentifs aux recherches qui, dans ce champ, s'attachent à considérer les développements concernant le rapport au savoir des sujets. Les domaines suivants seront privilégiés: genre et éducation, psychanalyse et éducation, éducation familiale et protection de l'enfance. Comité éditorial: Louis-Marie Bossard, Françoise Bréant, Sigolène Couchot-Chiex, Séverine Heuillet, Bérangère Colli, Régine Juncker, Antoine Catard, Gaël Pasquier, Bernard Pechberti, Anna Rurka, Catherine Yelny. Dernière parution. Françoise Beauté-Alain, Devenir chef d'établissement, continuité ou rupture? Témoignage de chef d'établissement et d'adjoint, 2021. Narges Guetatcalabrese, Diriger une maison d'enfants à caractère social, 2021. Louis-Marie Bossard, Dire, Histoire de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. Parcours de témoin, 2020. Sous la direction de Sigolène Couchot-Chiex et Benjamin Moignard, Jeunesse, genre et violence 2.0, des filles et des garçons face aux cyberviolences à l'école, 2020. Sophie Dutheil-Derry, Transgression scolaire au prisme du genre. De l'invisibilité des filles à la survisibilité des garçons, 2020. Anaïs Morlot, Un autre regard sur Montessori, 2020. Marjolaine Châtonnet et Maria Antonietta Impedovo Dire, Le processus d'enseignement-apprentissage, 2020. Remerciements. Merci à mon directeur de recherche Jean-Claude Cantel, qui m'a accompagné et aiguillé durant mes années d'études et de recherche. Je remercie par la même occasion les professeurs qui m'ont fait découvrir l'anthropologie clinique, grâce à laquelle j'ai pu comprendre de manière plus fine la démarche épistémologique et les sciences humaines. Un grand merci à toute ma famille, qui demeure un soutien très fort et un socle bien présent pour oser s'aventurer dans ce projet fou qu'est l'écriture d'un ouvrage. Merci aux nombreux enfants qui ont croisé ma route et à leurs parents. Tous ces échanges ont nourri ma recherche et m'ont offert un large champ d'observation et d'exploration. Pour la relecture, le petit coup de pouce dont j'avais besoin pour me lancer dans le travail de recherche, merci à Antonin. Et enfin, merci à Bastien, dont le soutien, l'amour et la curiosité intellectuelle ont été plus que bienvenus ces dernières années. Introduction. Qu'est-ce que l'autorité? Quels sont les processus qui entrent en jeu lorsqu'on essaie de la mettre en œuvre? Peut-on la différencier des notions de pouvoir, de domination et d'autoritarisme? L'autorité relève-t-elle nécessairement d'une relation sociale, ou puise-t-elle sa source au plus profond de nous-mêmes? L'autorité peut-elle être néfaste? Où se situent ses limites? Telles sont les interrogations qui me sont venues à l'esprit durant mon travail de recherche, mené pendant plus de 4 ans, sur la question tant débattue de l'autorité parentale. Le présent travail porte sur une dimension qui contribue, entre autres, à définir la relation parent-enfant, en l'occurrence ce que l'on a coutume d'appeler l'autorité. Or, ce terme d'autorité tel qu'il est communément employé, n'est pas sans poser problème, il demande à être défini. L'évocation quasi systématique des problèmes d'autorité, voire d'une crise de l'autorité, nous amène à nous interroger sur le sujet. D'autant que la société française semble depuis quelques décennies faire valoir une grande méfiance vis-à-vis de cette notion. L'autorité de manière générale se trouve contestée. Je vous proposerai de nous attarder sur les représentations de l'autorité aujourd'hui en France, et plus largement dans les sociétés occidentales contemporaines. Il faudra ensuite conceptualiser cette notion. Me situant à cet égard dans la tradition des philosophes de l'Antiquité, je ne considérerai pas l'autorité comme une notion contre laquelle il faudrait lutter, mais tout au contraire comme un phénomène qui peut avoir une influence libératrice. Nous la comprendrons ainsi comme un processus que l'on retrouve chez tout homme.
J'essaierai du même coup de me détacher de l'habituelle dichotomie entre le constat teinté de nostalgie selon lequel la relation éducative gagnerait à restaurer une autorité perdue, en sous-entendant que les enfants ne demanderaient qu'à être guidés par l'ordre et la discipline, et d'autre part, une vision qui se veut progressiste, qui réfute tout recours à l'autorité sous prétexte que les acquis démocratiques sont intouchables et ne permettent plus le recours à des formes archaïques de pouvoir. Ce travail entend questionner la notion d'autorité, et la proposer ainsi à votre appréciation, parce que je pense que reposer une telle question différemment permet de se donner l'occasion de penser autrement et pourquoi pas d'explorer de nouvelles pistes, tant de réflexion qu'éducative. Ces dernières années, mes recherches se sont appuyées sur une théorie en particulier, qui se trouve être une anthropologie clinique, et qui a été formalisée par Jean Gagnepin. Nous reviendrons sur ce cadre théorique, qui, je le pense, ouvre à de nouvelles perspectives concernant la compréhension générale des mécanismes humains. Jean Gagnepin disait, à propos du langage d'abord, mais cela s'applique également à la notion d'autorité, comme à toutes celles qui paraissent aujourd'hui galvaudées, qu'il s'agissait moins de résoudre un problème que d'abord de le mieux poser. Je souscris tout à fait à cette démarche scientifique, qui, à l'instar d'un Gaston Bachelard, propose d'abord de déconstruire un objet avant de le considérer sous un angle qui se veuille un tant soit peu scientifique. L'autorité est une notion si centrale, si débattue, chacun a tant à dire sur la question qu'il me semble nécessaire d'opérer ce travail de déconstruction en premier lieu, ne serait-ce que pour s'accorder sur ce dont il s'agit. Je vais par conséquent vous proposer de dépasser les évidences dans cet ouvrage, pour construire un objet scientifique qui puisse être pensé pour lui-même, en dehors de ses liens habituels, de ses raccourcis, ceux qu'on ne pense plus à questionner tant ils nous paraissent aller de soi. En outre, je considère qu'il est nécessaire de se mettre d'accord sur une définition de l'autorité, qui ne conduise pas à s'en méfier ou à la ranger du côté des abus de pouvoir. Car l'autorité a pâti d'amalgames divers, et peine encore à s'en remettre. Or l'autorité est selon moi avant tout bienveillante, si j'ose dire, et cet ouvrage s'attachera à défendre celle-ci. La recherche que je vous présente se veut originale dans la mesure où, bien qu'elle soit inter- et pluridisciplinaire, elle se fonde sur un modèle théorique encore peu connu qui autorise des hypothèses nouvelles. En l'occurrence, elle s'inspire des travaux de la théorie de la médiation, initiée par le linguiste Jean Gagnepin et développée avec Olivier Saboureau, neurologue à Rennes. Cette anthropologie clinique tente de se libérer des contraintes et des limites des disciplines instituées, se voulant d'ailleurs indisciplinaires. Les hypothèses apportées par les chercheurs inscrits dans ce courant se nourrissent d'abord des recherches effectuées sur les pathologies, aussi bien neurologiques que psychiatriques, qui empêchent certaines facultés spécifiquement humaines de fonctionner de manière normale. Nous ferons un point rapide sur les fondements de cette théorie et sur les nouvelles hypothèses scientifiques qu'elle autorise, sans entrer dans le détail de ce modèle complexe. Nous livrerons ici, en introduction, quelques clés qui permettront de comprendre la manière dont nous aborderons la question qui nous retient dans ce travail de recherche. L'une des difficultés de ce modèle réside dans sa terminologie conceptuelle. Comme n'importe quel autre modèle, il se nourrit d'emprunts. Certains termes qui font concept dans le modèle sont donc empruntés à la sociologie, à la linguistique ou encore à la psychologie, mais ils revêtent un sens quelque peu décalé. Je prendrai bien entendu la peine de m'arrêter sur chacun d'entre eux, lorsqu'une confusion pourrait surgir. Les termes qui relèvent d'une analyse médiationniste seront donc présentés entre guillemets, et ceux qui seront utiles à notre démonstration donneront lieu à une définition plus précise. Parfois, une majuscule sera introduite pour bien faire la distinction entre le terme employé communément et le concept tel que l'utilise l'anthropologie clinique. On emploiera notamment « autorité » pour ce qui est de l'acception courante du terme, tandis que l'on accolera la majuscule à l'autorité lorsqu'il s'agira du concept redéfini par nos soins, à l'appui de la théorie de la médiation. L'anthropologie clinique tente de comprendre le fonctionnement humain en général, au-delà des différences de fonctionnement et donc d'usage des diverses sociétés et époques dans lesquelles les hommes peuvent vivre. Le modèle insiste d'abord sur le fait qu'il existe un seuil de l'humain, dans le sens où le règne animal, ou le socle naturel, est commun à tous les êtres vivants, mais qu'il faut faire état par ailleurs d'un fonctionnement qui est spécifique à l'homme.
Nous considérons qu'il existe, au-delà d'un fonctionnement naturel, qui réunirait tous les êtres vivants, un fonctionnement dit culturel, qui ne serait le fait que des êtres humains. La culture, dans ce cas, ne s'entend pas selon le sens commun. Nous dirons que la culture désigne tout ce qui ne peut se ramener aux lois de la nature chez l'homme, et il s'agit dès lors de comprendre la façon dont l'homme dépasse un mode naturel de fonctionnement pour évoluer dans un monde dit rationnel, au sens où il fait appel à des processus spécifiquement humains. On dit alors que l'homme a culture, son monde, et le modèle de la médiation montre qu'il le fait de différentes manières que nous allons développer quelque peu. La culture dont nous parlons est toutefois profondément ancrée dans la nature. Elle s'appuie en quelque sorte sur la nature qui nous constitue pour pouvoir la contredire. Il s'agit bien de développer une anthropologie, c'est-à-dire une science de l'homme dans ce qui le spécifie comme tel. Or, si on veut faire des sciences de l'homme, il faut traiter l'homme comme on traite l'objet de nature tout en respectant sa spécificité, c'est-à-dire le seuil différentiel. L'homme n'est pas un animal, mais il le reste. Autrement dit, il n'est pas question de nier notre animalité, mais il est question surtout de dire que notre animalité nous permet des choses auxquelles le chimpanzé n'a pas accès. Énoncera Jean Gagnepin lors des conférences regroupées dans les 8 leçons de l'introduction à la théorie de la médiation donnée à Louvain-la-Neuve en 1993. Il s'agira ensuite de traiter de ce seuil qui sépare l'animal de l'homme, mais sans le limiter au seul langage. Aussi bien, c'est à travers cette manière d'essayer de comprendre le seuil de l'humain selon différents registres de rationalité, que la théorie de la médiation se démarquera des nombreuses théories anthropologiques qui se sont limitées à l'aspect langagier de la raison humaine. En effet, depuis l'Antiquité, et notamment depuis Platon, on a tendance à penser que ce qui constitue la raison humaine se limite au langage, au logo. La théorie de la médiation propose quant à elle de comprendre la raison humaine comme étant diffractée sur plusieurs registres. Elle ne s'en tient donc pas seulement au verbe, autrement dit au langage. C'est sans aucun doute une des premières originalités de l'anthropologie clinique de Jean Gagnepin, que de se démarquer de cette théorie platonicienne du logo. La raison humaine ne se limite donc pas selon elle au langage, au contraire elle semble infiniment plus complexe. La théorie de Jean Gagnepin se fonde d'abord sur la déconstruction du langage opérée par Ferdinand de Saussure, bien qu'elle n'adhère pas à la fameuse distinction entre la langue et la parole. Si elle ne souscrit pas tout à fait aux hypothèses posées par Ferdinand de Saussure, elle considère en revanche que la démarche déconstructive qu'il a proposée est intéressante, et fait surtout émerger l'idée que le langage ne peut plus être considéré comme un objet scientifique à part entière, c'est-à-dire un objet qui possède une unité et une identité, tant il amalgame des données complexes et composites, tant le langage est autrement dit toujours à cheval sur plusieurs domaines. Cela oblige alors à penser la rationalité humaine comme étant diffractée, et ne se rapportant pas uniquement au logo considéré jusqu'ici comme le fondement de la raison humaine. Le modèle opère ce faisant une véritable rupture épistémologique avec la tradition grecque qui pratiquait le logocentrisme, et qui s'est perpétuée jusqu'à nous, puisqu'elle est toujours présente dans nos représentations actuelles de la raison humaine. Par ailleurs, de grands théoriciens comme Ferdinand de Saussure que nous venons d'évoquer, Karl Marx, Émile Durkheim ou encore Sigmund Freud, chacun dans sa discipline, ont introduit une rupture épistémologique qui consiste à spécifier l'humain par rapport aux approches des sciences de la nature. Freud fait ressortir non seulement la capacité de l'homme de se prendre lui-même comme objet d'étude, mais encore sa capacité à se résister à lui-même, à s'échapper à lui-même. Or, la théorie développée par Jean Gagnepin est appelée théorie de la médiation dans la mesure où elle essaie précisément de saisir ce qui est non immédiat, dans le fonctionnement humain, ce qui s'apparente à une sorte de double fond, dans la raison humaine. Aussi, ce que Freud mettait en évidence avec la notion d'inconscient dans le champ du désir, se retrouve chez Jean Gagnepin dans l'ensemble des registres de l'humain à travers celle d'implicite. La théorie de la médiation montre que l'homme est capable d'abstraction dans chacun des registres de rationalité, dont elle démontre l'existence. Le fonctionnement de tout être humain apparaît donc plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Ce modèle postule en outre que le processus par lequel tout homme transforme le naturel en culturel est dialectique. Cette notion de dialectique est centrale dans l'élaboration de la théorie de la médiation.
Elle traduit un fonctionnement complexe, qui suppose, avec l'abstraction dont l'homme est capable, un dépassement du moment naturel dont il continue de participer. Cette abstraction, propre donc au fonctionnement humain, est aussitôt réinvestie dans ce que le modèle appelle performance, laquelle correspond à ce que nous saisissons dans ce que nous appelons la réalité. Ce que l'on observe chez l'humain ne serait donc pas compréhensible sans prendre en compte le pôle naturel en jeu, puis l'abstraction que l'humain introduit de façon implicite, laquelle se trouve elle-même contredite dans une performance qui tend en fait à rejoindre le pôle naturel, correspondant au point de départ d'un tel processus. On pourrait définir la dialectique en disant qu'il y a quelque chose en dessous de ce qui apparaît et qui est en contradiction avec ce qui se donne à voir. Le recours à la clinique a permis en l'affaire, non seulement de distinguer le média de l'immédiat, donc de dépositiver l'être humain, mais encore d'opérer une déconstruction, et de comprendre la rationalité humaine selon 4 registres distincts. L'anthropologie clinique met par conséquent en évidence plusieurs registres de rationalité, qui sont simultanément à l'œuvre dans ce que l'on appelle le langage et dans le fonctionnement de l'homme de manière générale. Ces registres, qui sont au nombre de 4 dans la formalisation de l'anthropologie clinique, obligent surtout à comprendre que le langage ne suffit pas à expliquer la spécificité du fonctionnement humain. L'homme fait dès lors preuve non seulement de grammaticalité, mais aussi de capacité technique, sociale et éthico-morale, cette dernière n'étant pas réductible à la précédente et inversement. Toutes ces capacités fonctionnent dans le même temps, et sont alors difficilement différenciables chez une personne dite saine. L'observation de personnes atteintes par des pathologies permet en revanche de mettre en lumière des dissociations que l'on n'aurait pas pu apercevoir dans le cadre d'un fonctionnement normal. Sur le plan de la grammaticalité par exemple, on n'en reste pas à une description du langage. On déduit de l'étude des pathologies du langage que tout homme sain dispose d'une capacité d'abstraction qui fait défaut aux aphasiques. Elle permet notamment à l'homme de faire preuve de polysémie. Jean Gagnepin parle ici d'impropriété comme caractéristique du langage dans ce qui le spécifie. Le recours aux observations cliniques de personnes touchées par ce que l'on appelle des troubles du langage a permis de comprendre que le langage n'existait pas plus au niveau scientifique que clinique. Certaines difficultés s'observant dans le langage s'expliquent en effet par des raisons qui ne sont pas langagières. Jean Gagnepin et Olivier Saboureau ont ainsi pu montrer qu'il n'était jamais question de pathologie touchant le langage, mais seulement un aspect, une partie de ce langage. Lorsque quelque chose dysfonctionne pathologiquement, ce n'est jamais la totalité qui dysfonctionne, par exemple le langage dans son ensemble, mais toujours une partie de ce que l'on prend en considération. Autrement dit, chaque trouble du langage atteint bien quelque chose dans le langage, mais ne touche pas pour autant le langage dans son entier, ni surtout ce qui fait sa spécificité. Et il n'est possible de rendre compte d'un processus qu'à partir du moment où quelque chose dysfonctionne et fait apparaître une dissociation dans le concret observé. On rejoint ici Freud et sa métaphore du cristal. Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas n'importe comment. Il se casse suivant ses directions de clivage en des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal. Les structures fêlées et fissurées de ce genre, c'est aussi ce que sont les malades mentaux. Grâce au prisme de la clinique, on entrevoit alors des frontières entre les différentes façons qu'a le cerveau humain de fonctionner. Citons directement Jean Gagnepin, pour ce qui est de l'élaboration des 4 plans que l'on retrouve dans la théorie de la médiation. Il s'agissait en effet de rendre compte, par des abords particuliers, de ces diverses capacités qu'a l'homme d'acculturer la totalité de son être. Non seulement sa représentation pour en faire de la pensée, mais également son activité pour en faire par l'outil du travail, son être au monde, comme disent les phénoménologues pour en faire par la personne de l'histoire, et enfin son désir pour en faire du droit par la dialectique éthico-morale de la norme. L'homme est ainsi 4 fois rationnel en fonction des registres de son expérience, mais il s'agit à chaque fois, dans ses principes, de la même rationalité. C'est la raison pour laquelle on parle de rationalité diffractée. S'il existe une raison humaine, elle s'actualise de 4 façons à travers les capacités qui fondent l'humain dans son fonctionnement spécifique. Alors que l'animal vit exclusivement sur un mode naturel, l'homme, lui, acculture son monde, de manière inconsciente, à partir des 4 plans décrits par la théorie de la médiation.
il dit et pense son monde, il agit techniquement sur son monde, il partage socialement son monde et il légitime son monde. Le recours à cette théorie, qui peut paraître relativement complexe de premier abord, se justifie par une meilleure compréhension de la complexité humaine, tâche à laquelle chaque discipline a essayé de se frotter mais qui reste toujours réductrice. Comment penser aujourd'hui que l'homme s'explique uniquement par sa capacité langagière ? Que l'on peut comprendre la totalité de l'humain en étudiant en détail les organisations sociales qu'il a su mettre en place ? Est-il encore possible de considérer que tout est psychologique, que rien d'autre n'a d'emprise sur le réel et notre façon de fonctionner ? Envisager une explication inter- et pluridisciplinaire apparaît à ce titre plus nuancée, plus proche de la réalité qui ne peut être expliquée par une seule et même discipline. Le fait de comprendre que tout fonctionne en même temps mais que tout ne relève pas de la même rationalité, permet une déconstruction plus aisée, par laquelle je considère qu'il est important de passer pour envisager une analyse un tant soit peu poussée. Cela peut également avoir de l'intérêt dans une visée plus pratique et pédagogique. Savoir de quoi l'on parle, ce dont il est question quand on évoque telle difficulté liée à l'éducation par exemple, autorise à chercher la réponse dans tel ou tel domaine plutôt que dans l'immensité des champs qui nous entourent et nous définissent. Cela facilite donc la réflexion et détermine de manière plus fine l'action à mettre en œuvre. Une meilleure compréhension des ressources des enfants permet également d'adapter au mieux notre méthode éducative, afin d'atteindre de meilleurs résultats dans les apprentissages comme dans la recherche du bien-être de l'enfant. Enfin, être conscient de nos mécanismes sous-jacents ouvre à une plus grande mansuétude envers soi-même et les autres. Malgré notre désir d'objectivité, nous sommes toujours pris dans un ici et maintenant et il est difficile de se départir de notre anthropocentrisme. De même, sans vouloir le moins du monde être prescriptif, nous ne pouvons pas nous empêcher de tout passer par le prisme de notre rationalité éthico-morale, et donc de juger, malgré nous, telle ou telle manière de faire qui ne correspond pas à ce que nous légitimons. La prise en compte de ces éléments permet une remise en question et un retour sur soi qui ne sont jamais négligeables, pour les parents comme pour les professionnels de l'enfance. À travers mes diverses expériences professionnelles, tout ancrées dans le milieu éducatif, j'ai pu échanger avec des parents, des professionnels de l'éducation, à propos de notions qui semblaient évidentes mais ne convoquaient pas les mêmes images chez chacun. C'est mû par une intuition à propos de l'autorité que j'ai décidé de me lancer dans un travail d'investigation et d'en tirer un ouvrage. Je me suis rendu compte qu'un travail sur la question pourrait permettre à certains parents de se sentir plus apaisés dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs enfants. La notion d'autorité se révèle en effet très prégnante actuellement pour les parents, comme pour les professionnels de l'éducation, et elle semble poser question à beaucoup d'entre eux. Ceux que j'ai pu rencontrer, en l'occurrence, ont tout de suite été séduits par le fait que j'entreprenne un travail sur ce thème et ont été en demande d'un retour concernant ces résultats. Cette recherche s'est nourrie d'une pratique professionnelle quotidienne, pratique qui a en outre multiplié les situations d'observation et d'investigation dont je pouvais avoir besoin pour donner corps à mon propos. Les différents arguments présentés dans ce travail s'appuieront par conséquent sur les situations que j'ai rencontrées au cours de mes diverses expériences auprès des enfants et de leurs familles. La plupart de mes remarques, hypothèses et exemples sont issus de ma propre expérience de conférencière, de professeur particulier et d'animatrice. Depuis une quinzaine d'années, je n'ai cessé de travailler dans le champ de l'éducation et de côtoyer enfants et parents autour des problématiques scolaires, éducatives, voire sociales. À l'école tout d'abord, il m'a beaucoup été donné d'échanger avec des enfants âgés de 2 à 10 ans, ainsi qu'avec les parents sur leur rapport avec leur enfant S. Ensuite, au cours d'une expérience professionnelle et de recherche dans un centre départemental d'action sociale dans le domaine de la protection de l'enfance, j'ai participé aux échanges avec les parents et les enfants, notamment à propos des soucis liés à la parentalité qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien. Plusieurs exemples proviennent des nombreux rendez-vous auxquels j'ai pu assister, entre différents professionnels, assistants sociaux, auxiliaires de vie sociale, responsables enfance-famille et certains parents, qui m'ont permis de vivre au plus près des problématiques de famille en réelle difficulté. Au-delà de la liberté d'investigation qui m'a été confiée dans ce CDAS,
Je me suis nourri d'échanges et entretiens auprès des divers professionnels rencontrés dans le champ de la protection de l'enfance. J'ai notamment pu assister à des réunions de parents sur des thématiques autour de l'éducation, et ainsi rassembler leurs témoignages. Dans ce cadre, j'ai également rencontré plusieurs assistants familiaux, qui prennent le relais au quotidien auprès des enfants lorsque les parents ne sont plus en mesure d'exercer leur rôle pour diverses raisons. Enfin, je travaille depuis de nombreuses années avec des enfants et adolescents en difficulté scolaire ou ayant besoin de cours particuliers à domicile. Dans ces situations de soutien scolaire, l'échange avec les parents et les enfants concernés est primordial, notamment pour pouvoir avancer dans les apprentissages et entamer un processus de confiance, que ce soit de la part du parent qui nous adresse son enfant, ou de celle de l'enfant qui s'investit dans une relation devant lui permettre de dépasser ses propres a priori par rapport à ses capacités. Ces dernières années, je suis intervenu sur les thèmes de l'enfance, de la parentalité et de la protection de l'enfance dans le cadre de la formation des éducateurs, psychologues et autres professionnels issus de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'aide sociale à l'enfance. Ceux-ci œuvrent au sein de dispositifs éducatifs en milieu ouvert ou fermé. Les recherches que j'ai dû effectuer pour préparer ces conférences m'ont confronté à une nouvelle pratique, en enrichissant mon expertise ainsi que mon expérience de transmission. Ces modalités de travail m'ont fait découvrir une nouvelle facette de l'intervention sociale auprès des familles, et ont multiplié les situations dont je disposais, tout en ajoutant à ma maîtrise du sujet. Les professionnels en question m'ont fait part de leur intérêt pour mes thèmes de recherche, et pour la déconstruction que je leur proposais. Les sessions de formation sont, à mon sens, des espaces incontournables pour s'interroger sur sa pratique et prendre du recul. La distance qu'elles permettent, au regard de l'expérience professionnelle quotidienne, est toujours très bien accueillie. S'appuyant donc sur le modèle théorique évoqué ci-dessus, notre développement se fera en 3 temps, chacun développant un axe particulier de l'étude. Dans la première partie, nous étudierons la notion de parentalité, en nous appuyant sur les récentes évolutions de la famille française contemporaine. Dans ce cadre, nous verrons que l'expression autorité parentale apparaît d'abord dans la loi, donc dans un contexte social précis. Nous constaterons que cette autorité parentale juridique relève plus spécifiquement de ce que nous pourrons appeler la responsabilité, qui est également un concept central du registre du social. Nous nous attarderons ensuite dans une deuxième partie sur le statut de l'enfant, qui mérite d'être discuté et qui, une fois clarifié, permettra de mieux comprendre son fonctionnement spécifique, notamment par rapport à l'adulte. Nous poserons notamment la question de la place de l'autorité chez l'enfant, pour mieux comprendre la façon dont elle s'institue et son importance dans la rationalité enfantine. Puis, dans une dernière partie, nous nous pencherons sur les actuelles définitions du terme d'autorité et sur les amalgames qu'elles semblent faire perdurer. Nous nous emploierons alors à déconstruire le terme, en reprenant la distinction selon les 4 plans qui fait l'originalité de la théorie de la médiation. Nous tenterons alors de formuler une nouvelle définition de la notion d'autorité, et d'en déterminer les processus sous-jacents s'ils existent. Une fois cette déconstruction effectuée, étape nécessaire à l'élaboration d'un concept qui soit clairement défini, nous replacerons la notion d'autorité dans le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation parent-enfant. Le passage par la déconstruction permet de mieux cerner les processus en jeu dans les rapports parent-enfant, tout en les rapportant à des raisons différentes. Enfin, la fin de cet ouvrage s'attachera à poser la question de la nécessaire présence de l'autorité ou pas, dans une éducation parentale. Il sera question de la culpabilité des parents, mais aussi des divers modèles familiaux qui valorisent ou non le recours à cette autorité. En dernier lieu, nous nous attarderons sur le concept de liberté, en nous interrogeant sur le besoin de limites et de cadres dont témoignent les enfants, limites qui seront entre autres soutenues par la prise en compte de la spécificité de l'enfant que nous aurons développée au cours de la deuxième partie. Nous espérons qu'au terme de cette démonstration, les concepts évoqués auront été éclairés, notamment ceux de parentalité, de pouvoir, de responsabilité, ainsi que ce que nous aurons défini comme le processus d'autorité, décrit pour lui-même et replacé spécifiquement au sein de la relation parentale. Bien que ce travail ne propose pas à proprement parler de prescription concernant le recours au processus d'autorité en tant que parent,
mais bien une analyse de ces questions qui se veut scientifique, nous pouvons penser qu'une compréhension plus fine du phénomène ainsi qu'une prise en compte de l'enfant dans sa spécificité par rapport à l'adulte ne peut qu'aider à la mise en place d'un rapport parent-enfant apaisé. Première partie, les parents. Lorsque l'on énonce l'expression d'autorité parentale, on se trouve d'emblée dirigé vers une question qui s'entend d'un point de vue social. Cela évoque, dans l'esprit de chacun, une gestion des enfants au quotidien, un ensemble de droits et de devoirs sanctionnés par la justice par l'intermédiaire de la protection de l'enfance, ou encore une répartition des rôles parentaux après une séparation. Pourtant, à travers les débats récents sur la terminologie du droit, notamment en posant la question du remplacement de l'expression autorité parentale par celle de responsabilité parentale, on sent bien qu'il faut garder la fameuse notion d'autorité qui dépasse la simple responsabilité sociale. Même si, en définitive, cette autorité parentale n'évoque souvent que des questions pratiques, sans soulever un véritable questionnement sur ce qu'elle signifie. Avant de définir ce que nous entendons à proprement parler par autorité, attardons-nous un moment sur l'autre terme de l'expression, parentale. Car il est vrai qu'il y a deux registres à dissocier ici, dans le sens où nous ne voulons pas seulement traiter de la question de l'autorité mais également la replacer dans un contexte familial, dans le rapport qu'entretiennent les parents avec leur enfant. La question de la parentalité de nos jours semble aller de soi. Elle est notamment mise en avant par les textes de loi, qui régissent les droits et les devoirs du parent envers son enfant, mais elle prend également une place centrale au sein du débat public. Les parents n'ont jamais été tant sollicités, tant remis en cause, tant conseillés, réprimandés, que depuis quelques dizaines d'années. Une étude scientifique de ce que l'on appelle la parentalité semble alors nécessaire pour démêler les questions de société, qui apparaissent à un endroit et à une époque donnée, de ce qui est constitutif de ce rapport parental, autrement dit de ce qui fait qu'un parent est un parent, depuis que l'homme est homme. Il y a bien ici une spécificité humaine à dégager, à partir du moment où nous considérons que nous ne vivons pas la parentalité à l'image des animaux, autrement dit qu'au-delà de la simple génitalité, l'homme devient parent. Ainsi, nous traiterons de la parentalité telle qu'elle est considérée dans la société contemporaine française, et telle qu'elle peut être imposée en tant que norme sociale. Par conséquent, nous aborderons la question de la parentalité de la façon dont elle est comprise par l'opinion publique, puis par les lois définissant l'autorité parentale, en passant par ce qui relève notamment en France des services de la protection de l'enfance. Nous essayerons par la suite d'analyser d'un point de vue anthropologique la notion de parent, ou de famille, pour comprendre quels sont les processus qui en ressortent, et nous nous demanderons s'il est possible d'en dégager des caractéristiques générales. Puis nous analyserons ce que nous pouvons appeler le processus de responsabilité, qui semble plus ou moins correspondre à ce qu'on lit à propos de l'autorité, lorsqu'elle est parentale, dans les textes législatifs et à ce qu'on entend sur ce thème dans la plupart des médias. Ici, nous nous attacherons à rapporter la parentalité à des processus qui mettent en jeu la notion centrale de responsabilité, comme on l'entend dans la théorie de la médiation. 1. La récente évolution de la famille et de la loi française. Qu'en est-il des récentes évolutions de la famille française qui ont, selon certains, mené à une crise de l'autorité, ou plus largement à un remaniement des valeurs? Comment pouvons-nous comprendre et prendre en compte les transformations familiales? Comment aborder des thèmes comme l'autorité lorsqu'on traite d'un sujet aussi large et hétérogène que la famille? Avant de s'aventurer dans des problématiques plus complexes, qui concernent la famille telle qu'on la connaît en France de nos jours, nous allons faire un rapide point historique sur la façon dont les familles contemporaines semblent fonctionner. Nous considérerons que le fonctionnement des familles contemporaines prend modèle tout en se séparant d'avec un modèle familial antérieur que l'on appelait la famille moderne, qui s'est lui-même construit au regard de ce que l'on a appelé la famille traditionnelle. Nous aurons alors l'occasion de redéfinir les termes de famille traditionnelle, moderne et contemporaine, de les comprendre comme différentes façons de vivre la famille, et d'observer la façon dont la loi s'est adaptée aux bouleversements qui ont touché la famille française au cours des dernières décennies. Les nouvelles valeurs, comme on a coutume de les appeler, surviennent dans un contexte de profonde mutation sociale,
et la loi française s'adapte comme elle le peut à ces nouvelles manières de vivre la famille et de vivre en famille. Nous nous attarderons notamment sur la loi concernant la protection de l'enfance, qui nous donne un bel aperçu de la façon dont nous considérons l'enfance et la famille de nos jours en France. À l'issue de cette présentation générale, qui nous permettra de porter un regard plus aiguisé sur les problématiques actuelles concernant la famille, nous en viendrons à aborder la question de la parentalité de manière plus détaillée, plus scientifique. Nous passerons notamment par un travail de déconstruction, dont nous pensons qu'il est nécessaire pour prendre en compte les subtilités et les traits généraux à l'œuvre dans le processus de la parentalité. Un point: famille contemporaine et famille moderne. Opérons un bref retour en arrière pour comprendre les mutations auxquelles a pu faire face la société française au cours de ces 60 dernières années, et avec elles, ce que l'on appelle la famille. Jusque dans les années 1960, on avait tendance à dire que la famille unie et élargie faisait institution, dans le sens où l'on comprend ce terme aujourd'hui, c'est-à-dire comme une organisation sociale installée d'une certaine importance. Nous entendrons ici plutôt institution, dans la tradition de Durkheim, qui définit les institutions comme des formes sociales constituées qui précèdent les individus. Lorsque l'on parle de la famille moderne, on évoque un modèle qui semble avoir cours entre la fin du XVIIIe siècle, au moment donc de la Révolution française, et la moitié du XXe siècle. La famille dite traditionnelle la précède, celle-ci étant considérée comme plus soumise à l'autorité patriarcale, et probablement moins fondée sur l'amour romantique et la réciprocité des sentiments. Après coup, l'on considère que la famille traditionnelle restait unie et indivisible dans l'adversité et les difficultés. Plus encore, on pouvait observer que la famille ne se limitait pas au couple parental et aux enfants. Dans la grande majorité des cas, plusieurs générations partageaient le même toit. Les grands-parents vivaient alors avec leurs enfants et petits-enfants. Ainsi, les problèmes de garde auxquels on peut faire face aujourd'hui n'avaient pas lieu d'être. Les plus âgés s'occupaient des petits derniers avant qu'ils n'aillent à l'école, les parents prenaient soin des plus âgés au quotidien. On évoque ici un modèle familial, qui n'épuise évidemment pas les diverses manières de faire famille qui existaient à l'époque, et qui datent d'il y a plusieurs siècles. Ce modèle de la famille traditionnelle nous rappelle que la famille à cette époque garantissait avant tout la transmission d'un patrimoine nécessairement social. À l'époque de la famille traditionnelle, les métiers aujourd'hui dits de service n'avaient pas encore connu leur essor puisque que la famille fonctionnait en vase clos. Or, ce modèle traditionnel s'est peu à peu transformé, en s'adaptant aux nouvelles préoccupations de la population française. Dès la fin du XIXe siècle, le poids de l'amour conjugal prend place de façon plus prégnante dans les familles. On parle alors d'une famille moderne, qui apparaît plutôt fondée sur un modèle qui tendrait vers l'individualisme. D'aucuns considèrent alors que la famille se replie sur elle-même, en se mettant d'abord au service de chacun de ses membres. L'urbanisation et l'industrialisation de la société française ont contribué à fonder le modèle de la famille moderne. On y retrouve, entre autres, une montée du sentiment de l'enfance et une nouvelle façon de considérer cet âge de la vie, une nouvelle prise en compte de l'intimité familiale, et enfin la prégnance de l'amour conjugal qui caractérise la famille nucléaire moderne. Philippe Ariès montrera par exemple que le sentiment de la famille s'est développé parallèlement au sentiment de l'enfance. La famille contemporaine, qui s'est développée depuis les années 1960 à 1970 dirons-nous, met en exergue certaines des caractéristiques de la famille moderne. L'amour des siens, le repli sur une famille nucléaire, la famille vécue comme un cocon protecteur face à une société qui apparaît parfois comme étant violente ou non hospitalière, notamment pour les plus jeunes et plus fortement ces dernières années. Mais la famille contemporaine arrive avec de nouvelles problématiques, qui jusqu'ici n'étaient que rarement représentées. Les séparations parentales, les nouvelles unions de chaque parent qui forment des familles dites recomposées, la garde alternée ou non des enfants issus des anciennes unions, la monoparentalité deviennent des défis quotidiens et perturbent une organisation familiale qui était jusqu'ici peu remise en question et qui semblait avoir un socle solide, le couple parental uni et indivisible. Par ailleurs, le contrôle des naissances change la façon dont on considère la famille en permettant au couple parental de décider ou non d'avoir un ou des enfants, et aux femmes de ne plus subir des grossesses à répétition.
Il n'y a bien évidemment pas eu de nette coupure ou de changement radical entre l'époque de la famille traditionnelle et celle qui a vu l'avènement de la famille moderne, ni par ailleurs entre la famille moderne et celle que l'on appelle à présent la famille contemporaine. Ces profonds bouleversements sociaux ne se mettent pas en place du jour au lendemain, ni de façon homogène dans une société quelle qu'elle soit. Il peut donc arriver encore aujourd'hui, en France ou dans d'autres sociétés, d'observer des familles qui fonctionnent sur un mode plus traditionnel que moderne, ou plus moderne que contemporain. La façon de vivre la famille n'est pas homogénéisée, même s'il nous faut parfois donner quelques repères datés pour mieux s'y retrouver. Pour aller très vite, et parce qu'il ne s'agit ici que d'une introduction à nos préoccupations, de nombreux facteurs, parmi lesquels l'émancipation de la femme, la remise en cause du modèle patriarcal, ou encore la nouvelle organisation de la famille en une famille nucléaire, entre autres, obligent à penser différemment la cellule familiale. Dans les années 1960, l'ensemble des catégories sociales qui constituent la France ont eu accès à l'enseignement secondaire, et la scolarisation des filles s'est confondue avec celle des garçons. À cette époque, on entre également dans un fonctionnement plus salarial. Les hommes et les femmes ont une activité salariée. C'est à la suite de ces modifications dans la société que la famille moderne se sépare de la famille contemporaine. La différence la plus flagrante est que la famille moderne élevait un enfant pour en faire un citoyen qui puisse entrer sur le marché du travail. Elle l'ouvrait à la sphère publique, tandis que la famille contemporaine semble se replier sur la sphère privée et prôner un individualisme qui ne fait pas forcément bon ménage avec ce que l'on a coutume d'appeler le collectif. Marcel Gauchet l'exprime de cette manière dans un petit ouvrage intitulé L'impossible entrée dans la vie. Le bonheur idéal de la famille informelle, c'est le bonheur intime par la protection contre la société. La fiction psychologique, alimentée par une littérature nombreuse, est que l'enfant, une fois épanoui par devers lui-même, sera armé pour faire son chemin dans la vie. Au sein de cette famille contemporaine, de nouvelles problématiques émergent et l'on peut considérer que l'obligation de se soumettre à plus haut que soi, la capacité de surmonter les frustrations, autrefois apprises dans la famille, disparaissent aujourd'hui de la première expérience de l'enfant. Le choc est grand pour celui-ci lorsqu'il entre à l'école et rencontre à la fois les règles de la vie collective et cet univers de normes que constituent les apprentissages. Ayant acquis dans la famille la conviction que tout peut être négocié, l'enfant est conduit à considérer toute norme imposée comme arbitraire, voire absurde. Nous voyons ici que l'organisation de la famille contemporaine pose de nouvelles questions sur la façon dont on éduque à présent les enfants. Mais laissons pour l'heure de côté ces débats. On sait que de petits pas ont été faits en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes ces dernières décennies. Il n'est plus d'usage à présent que la femme soit uniquement destinée à élever les enfants et à prendre soin de la maison. D'ailleurs, les couples qui le souhaitent peuvent décider de ne pas fonder de famille grâce au contrôle des naissances. On ne parle plus aujourd'hui de chef de famille, mais bien d'une autorité partagée entre les deux parents. Ces évolutions s'installent peu à peu, depuis plusieurs décennies, mais la transformation de la cellule familiale reste relativement récente. Cela explique peut-être cette perte des repères que l'on ressent parfois, cette impression générale de crise, et l'incompréhension entre des générations qui ne se retrouvent plus du tout en matière de vie familiale et d'éducation. De nouvelles façons de fonctionner impliquent que l'on se retrouve face à de nouvelles difficultés. Depuis les années 1960, c'est-à-dire en l'espace d'un peu plus d'un demi-siècle, la société française a totalement changé de visage, les préoccupations du quotidien n'ayant plus aucun rapport avec celles qui étaient de mise auparavant. C'est ainsi que la loi a dû venir codifier les nouvelles problématiques qui ont émergé de ces bouleversements. Il n'y a pas ici à être nostalgique d'un paradis perdu, ni à idéaliser la famille traditionnelle voire la famille moderne qui pouvait certes paraître unie par la crainte du père, mais dont le fonctionnement patriarcal, entre autres, méritait certainement d'être remis en question. Cette vision a posteriori des familles traditionnelles et modernes souffre sans doute de cette idéalisation, d'autant que chaque famille avait sa propre façon de fonctionner. Il n'existe donc pas d'homogénéité d'un quelconque modèle familial, qu'il soit passé ou présent. La famille moyenne paraît bien insaisissable, quelle que soit l'époque dont on parle. Nous sommes à présent en mesure de comprendre comment fonctionne la famille contemporaine,
que certains nomment famille postmoderne, et qui effectivement ne vit plus selon le même modèle que la famille moderne. Nous considérons que le modèle de la famille contemporaine est apparu autour des années 1960 à 1970. Plutôt que d'évoquer tour à tour les termes de famille postmoderne et de famille contemporaine, nous faisons ici le choix de n'employer que le terme de famille contemporaine qui permet de mettre l'accent sur les différences notoires entre les trois modèles familiaux qui ont été présentés, même si nous sommes conscients de la limite de ces simplifications. De nombreux bouleversements ont traversé la famille contemporaine ces dernières années. On observe notamment aujourd'hui de plus en plus de familles éclatées, recomposées ou monoparentales. Aujourd'hui, un tiers des enfants naissent de parents non mariés, énonce Irène Théry dans son ouvrage intitulé Le démariage. Par ailleurs, le taux de divorce explose. Son indice conjoncturel, qui était assez stable jusqu'en 1965, autour de 10% des mariages, s'élève à 20% en 1978, 26% en 1982, pour se stabiliser à 30% à partir de 1985. Il existe donc des schémas familiaux très divers, qu'il faut être en mesure de comprendre lorsque l'on évoque la parentalité contemporaine. Mais ne laissons pas de côté pour autant les modèles de famille nucléaire plus classiques, qui ont toujours cours aujourd'hui. Tous les enfants ne grandissent pas avec des parents séparés. Les réalités familiales sont diverses, et il faut pouvoir s'entendre sur la variété de ce qu'on a coutume d'appeler la famille en France. Bien entendu, la loi s'adapte à ces nouvelles réalités, mais les mentalités s'adaptent aussi, changent au fil des évolutions de la société. Si certains observent une constante régression du rôle autoritaire du père et s'en plaignent, d'autres se félicitent qu'il prenne une nouvelle place dans l'espace familial, qu'il prenne plus à cœur le rôle paternel et s'implique de plus en plus dans le quotidien, que ce soit auprès de ses enfants ou à travers les diverses tâches ménagères. Le fait qu'une femme ne soit plus nécessairement et systématiquement considérée comme une épouse, une mère et ou une ménagère bouleverse également un modèle patriarcal bien installé. Plus encore, les récents moyens de communication mis à disposition du plus grand nombre, et notamment des plus jeunes, impliquent une nouvelle prise en compte de l'altérité, de nouveaux repères en termes de loisirs, un contrôle parental fragilisé en ce qui concerne le téléphone portable et Internet, etc. Tous ces changements, en particulier parce qu'ils se sont mis en place dans un laps de temps assez court et qu'ils remettent en cause des habitudes profondément ancrées dans la tradition française, peuvent amener certains à des revendications pour le moins réactionnaires. Or, s'il est vrai que les familles au sens large ont éclaté pour vivre de façon plus indépendante, le cocon familial est bien plus présent qu'on ne le pense. Certaines peurs peuvent paraître légitimes, mais en aucun cas on ne peut constater que l'idée de la famille est disparue. Au contraire, la famille est aujourd'hui vécue comme un véritable abri protecteur. La famille contemporaine protège plus particulièrement ses enfants d'une société toujours plus compétitive, de moins en moins accueillante, dont le marché du travail ne se porte plus très bien et ne permet plus comme avant d'imaginer un avenir serein. On a tendance à penser que la famille traverse une crise, mais Irène Théry nous rappelle que enquête après enquête, elle s'affirme comme la valeur numéro 1 des jeunes Français. C'est ainsi que le cocon familial paraît idéalisé, que certains enfants semblent surprotégés, que les jeunes ont parfois bien du mal à quitter le nid et à endosser des responsabilités qui correspondent à un âge adulte bien souvent déprécié. Nous pouvons considérer d'une certaine manière que la famille est devenue une valeur refuge, face à une société qui apparaît comme plus violente, moins inclusive, tandis que paradoxalement et dans le même temps, la société se réclame au maximum de cette inclusion, en réaction à une exclusion qui n'est plus tolérée. Cette notion de protection, que l'on considère aujourd'hui comme centrale, est garantie par un contrôle de l'État. Celui-ci porte en effet un droit de regard sur ce qui se passe au sein des familles françaises, et il peut arriver que certaines méthodes éducatives soient pointées du doigt et condamnées par la loi. 1.2. Les nouvelles valeurs véhiculées par la famille contemporaine. Plutôt que d'en demeurer à des généralités, il serait plus prudent de commencer à parler des familles, plutôt que de la famille, tant il semble que l'ancienne expression au singulier corresponde plus à un modèle idéalisé ne répondant pas à la diversité sociologique que l'on connaît. La difficulté ici est de considérer toutes les nouvelles formes familiales comme autant de façons de vivre une parentalité
dont nous ferons l'hypothèse qu'elle reste la même du point de vue des processus, et par-delà les différences observables. La notion de famille. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.